qu'on va vous raconter à présent, c'est l'histoire d'une défaite certes limitée, mais qui pourrait être lourde de conséquences sur le front Est. C'est rare d'avoir autant de détails sur un événement du front, surtout un événement qui marque peut-être un tournant cette semaine. Les Russes ont marqué une avancée conséquente à Otcheretinié, cette ville ici qui ne vous dit peut-être rien, mais il suffit de regarder cette carte pour comprendre effectivement que cette avancée pourrait être lourde de conséquences. On va en parler avec vous, Général Chauvency. On a une idée très précise, grâce notamment aux médias américains Forbes, du déroulé de cette bataille et de ce qui ne s'est pas passé comme prévu. Une avancée de plusieurs kilomètres pour les Russes, à l'issue de ce qui semble être une relève de brigade qui s'est mal déroulée. Alors, Général, que s'est-il passé donc cette semaine? Pourquoi cette défaite ukrainienne? Comment l'explique-t-on aujourd'hui? D'abord, c'est une défaite tactique, certainement, mais qui a été en partie palliée par une réaction relativement rapide des Ukrainiens. Cependant, ce à quoi on a assisté, en fait, c'est une mauvaise relève d'unité. C'est sans doute l'exercice tactique le plus difficile qui soit en temps de guerre, qu'une brigade d'en gros 2 à 3 000 hommes se fasse relever par une autre brigade de 2 à 3 000 hommes. Ça se fait très souvent de nuit, ça se fait progressivement. Ça veut dire que ceux qui s'en vont ne partent que quand ceux qui doivent les remplacer les ont remplacés. Oui. Manifestement, à un moment donné, ça ne s'est pas bien fait et il y a eu un trou dans le dispositif. Alors ce qui est en jeu là, c'est pas n'importe quelle brigade, vous allez d'ailleurs nous l'expliquer, c'est la 47e brigade mécanisée, celle qui est équipée notamment de ces fameux chars Abrams dont on apprend le retrait du front. Ils étaient présents à Otcheretinié et puis ils doivent partir, ils reçoivent cet ordre. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, il faut bien rappeler qu'ils ont reçu l'ordre de partir. Oui. C'est-à-dire qu'au point de vue planification de l'état-major, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, notamment avec l'autre brigade, certainement. Bon, maintenant, cette unité particulière de plus de 2000 hommes, d'élite, puisqu'on en entend parler depuis des mois comme étant une unité particulièrement valeureuse, c'est un bataillon de chars M1, Abrams, en gros 30 chars, et en gros 3 bataillons mécanisés de 30 Bradley chacun. Donc on a 120 blindés américains. C'est une unité qui a été formée par les Américains, qui faisait partie des 6 brigades formées pour la contre-offensive et qui a montré sa valeur sur le terrain depuis des mois. Sauf qu'elle est épuisée. Elle est épuisée, 1 an de combat en première ligne, et à un moment, il est normal de relever cette unité. Et c'est cette relève qui s'est mal passée, puisque finalement, il n'y a pas eu les bonnes passations de consignes entre les 2 commandes de brigade, certainement, un mauvais timing. Et ce qui s'est passé, c'est que les Russes se sont aperçus. Le champ de bataille, on se renseigne, on met des drones, on met du renseignement. Leurs drones passent au-dessus des tranchées, ils voient qu'il n'y a plus personne sur cette zone. Donc ça fait partie de la guerre, c'est-à-dire qu'il y a eu une opportunité faisant suite à la prise d'Avdiïvka et cette progression vers l'ouest. Les Russes se sont bien aperçus qu'il y avait un déficit de défense ukrainienne et ils avaient surtout, ce qu'on ne dit pas, les unités capables d'exploiter, parce qu'en fait il fallait des unités pour exploiter, et là on a une brigade de fusiliers motorisés, donc c'est sur des roues, qui sont vite engouffrés pour essayer d'exploiter effectivement cette faiblesse. Et alors cette 115e brigade mécanisée qui doit prendre le relais, que fait-elle ? Le problème, c'est que justement, elle n'était pas là où il fallait. Donc, comme elle n'était pas en poste de combat, elle a permis finalement à l'unité russe de progresser et de prendre plusieurs kilomètres en progression. Et ce qui s'est passé, c'est que la 47e brigade qui était partie, elle a reçu l'ordre de revenir. Donc, est-ce qu'elle avait tout son complètement en munitions ou en carburant, peu importe, mais elle est revenue se mettre au combat et donc éviter que la défaite soit trop magistrale. On le disait, c'est rare qu'on ait tous ces détails. C'est effectivement très, très précis. Le résultat, c'est donc cette zone aujourd'hui prise par les Russes. Et pourquoi c'est important et crucial? Parce que cette ligne noire que vous voyez ici, c'est une voie ferrée générale qui mène à la ville de Pokrovsk. Et on sait que c'est un nœud capital aujourd'hui pour l'armée ukrainienne. Oui, tout à fait. Mais je crois qu'il faut bien remarquer, on voit très bien sur cette carte, que les Russes sont à l'offensive ici. Ils ne sont pas vraiment en offensive ailleurs. Ils savent que là, il y a des faiblesses et ils poussent le plus possible pour essayer d'avancer et aussi vers Kramatorsk, beaucoup plus au nord. C'est cette avancée aujourd'hui qui nous interroge. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai danger pour les Ukrainiens? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une position aussi avancée? Alors, quand on parle de percée, ça veut dire que les lignes de défense ont été franchies par l'ennemi. Ça veut dire que les Russes ont dépassé les lignes de défense. Ça veut dire que les Ukrainiens doivent pallier au plus pressé cette offensive et se réinstaller. Ils sont pris de vitesse. Donc c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par cette percée comme cela, qui a l'air de se concrétiser, ça veut dire aussi contourner les lignes de défense par le nord ou vers le sud des lignes ukrainiennes. Ça veut dire que les troupes ukrainiennes ici et là risquent d'être complètement encerclées et d'être dans une situation militaire très difficile. Situation d'autant plus difficile qu'on le sait, les combats ont aussi lieu à Chassivyar. On parle là de dizaines de milliers de soldats russes qui sont massés aujourd'hui pour tenter de percer là-bas également. Nous sommes dans cette offensive à partir d'Avdiïvka. Avdiïvka, on ne se rend pas compte
de l'importance que la prise de cette ville a eue. C'était une ville hyper fortifiée du côté ukrainien, qui était un verrou sur la ligne de défense. Ouais. Ce verrou est tombé au bout de 8 ans, quand même, à part les mois de combat qu'on a eus, au bout de 8 ans. Et maintenant, le front est faible. C'est l'endroit où les Russes peuvent avancer. Ouais. Merci beaucoup, Général. On va se rasseoir et on va discuter de tout cela avec nos autres invités. On accueille aujourd'hui Ulrich Bouna. Bonjour Ulrich, analyse géopolitique Europe centrale, chercheur associé chez Open Diplomacy, auteur de La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective. Bonjour Michel Verkanski, merci d'être avec nous, professeur à l'école de journalisme de Lille, spécialiste des questions internationales. Arlette Chabot également avec nous aujourd'hui. Bonjour Arlette. On a vu bien sûr ces derniers jours les images de ces chars Abrams détruits par des tirs russes, par des drones notamment. C'est cette même 47e brigade motorisée dont on parlait à l'instant qui doit les opérer. C'est un retrait qui est bien sûr inquiétant. Ulrich Bouna, est-ce qu'aujourd'hui on assiste à l'usure de cette armée ukrainienne qui résiste malgré tout depuis le début? Est-ce que cet incident est révélateur d'une fatigue qui peut être très grave aujourd'hui sur le front? Oui, effectivement, révélateur d'une fatigue, révélateur probablement aussi d'un manque d'hommes. Révélateur d'un manque d'hommes. Il faut savoir que dans les unités aussi qui ont été envoyées pour essayer de combler la brèche qui avait été faite, c'est une ancienne unité de la défense territoriale, donc la 100e unité mécanisée qui a été envoyée, une unité qui n'avait pas véritablement d'expérience du front, qui a été envoyée un petit peu comme ça pour essayer de colmater la brèche. Donc oui. ça montre aussi en creux quand même le manque d'hommes de l'armée ukrainienne. Et autre point, c'est qu'effectivement, après la prise d'Avdiivka, la construction des lignes de défense ukrainiennes, notamment dans la profondeur dans cette zone-là, est probablement pas suffisante. Et donc c'est effectivement, comme vous l'avez dit, les Russes tentent de l'exploiter. Après, est-ce qu'ils en seront capables? La question reste ouverte. Mais pour le coup, je pense que ce qu'on voit à Chassiv Yar, ce qu'on voit dans cette zone à l'ouest d'Avdiivka et ailleurs, c'est... Je pense les débuts, ça fait des semaines qu'on dit qu'effectivement, et que les Ukrainiens disent que les Russes vont prendre l'offensive. Je pense qu'on est au début de l'offensive russe, en fait, tout simplement. Oui. De l'offensive de printemps russe démarre sur 2 points particuliers a priori, donc Chassiv Yar et cette zone moins bien défendue parce que... on va dire, prise récemment par les Russes dans la zone d'Avdiivka. Oui, alors ce qui est inquiétant, c'est que le problème serait systémique, toujours à en croire cet article de Forbes. Ce qui s'est passé avec la 115e brigade, qui n'était pas prête à prendre le relais, ça risque de se dérouler ailleurs. Ça semble être systémique. C'est la 2e unité ukrainienne à s'effondrer sur le front oriental au cours des dernières semaines. Il y a bien sûr la fatigue. Il y a aussi ce qu'on appelle de plus en plus ouvertement, Arlette Chabot, les défauts stratégiques qui peuvent parfois avoir lieu sur le terrain de la part des Ukrainiens, notamment avec ces fameux chars Abrams qui sont retirés du terrain jusqu'à ce qu'une tactique permettant de les utiliser correctement soit trouvée. Alors je ne sais pas, j'écoutais effectivement hier soir sur ce plateau quelqu'un expliquer qu'il s'interrogeait beaucoup, effectivement c'est Pierre Servant qui lui-même disait qu'il s'interrogeait sur le problème des chars Abrams, il ne comprenait pas parce que la vulnérabilité des chars Abrams correspond au fond à la vulnérabilité, c'est-à-dire la tourelle de tous les chars, donc c'est quelque chose qui est connu, il n'y a pas une attaque particulière, donc il s'interrogeait à haute voix sur les problèmes. Alors, en revanche, ce qu'on comprend, c'est qu'ils n'ont peut-être pas été utilisés au bon endroit, au bon moment, et que du coup, ce qui explique aujourd'hui, du côté des Ukrainiens, c'est qu'il vaut mieux les mettre à l'abri pour le moment où il y aura effectivement une reprise, une contre-offensive ukrainienne. C'est pas de mal à veille, on est plutôt dans l'offensive russe que dans la contre-offensive ukrainienne aujourd'hui, et qu'il faut les mettre à l'abri, d'autant que les Américains sont toujours aussi soucieux que ce matériel ne tombe pas entre les mains des Russes. Donc c'est sans doute une explication, mais sur une mauvaise utilisation, ça fait beaucoup de choses. On voit qu'aujourd'hui, Zelensky a changé un certain nombre de responsables militaires, de réorganiser les choses. Je ne sais pas si c'est lié d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui semble ne pas marcher. On peut dire pénurie d'hommes, on peut dire pénurie de munitions, mais là, c'est un peu différent. Peut-être que cette armée tourne moins bien avec des erreurs stratégiques, et peut-être que la fatigue aussi de 2 ans de guerre fait faire des erreurs
parfois grossières qui n'auraient pas été faites auparavant. Enfin, c'est ce que sous-entend aussi toujours ce journaliste qui en livre une analyse très fine dans Forbes. Des milliards de dollars d'armes neuves sont en cours d'acheminement, mais ces armes sont inutiles s'il n'y a pas suffisamment d'unités déployées, ordonnées et bien reposées pour les utiliser. Et c'est là aujourd'hui que le bas blesse en Ukraine, général. Il y a ça, puis il y a aussi le problème de formation. Mais là, je crois aussi qu'on a eu cet exemple qui est quand même très prenant. C'est rare qu'on a un exemple aussi clair d'une relève qui se passe mal. On joue très souvent en exercice, assez systématique dans tous les exercices militaires. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Moi, je crois qu'il y a un problème d'état-major. Un problème d'état-major, ce ne sont pas les soldats. Ah oui, c'est pas les soldats qui ont posé problème. C'est les ordres qui ont été donnés. Donc, c'est un problème d'état-major. Donc, l'organisation de cette relève, soit parce que les deux commandants de brigade ne se sont pas compris, soit parce que l'état-major qui est au-dessus, qui planifie l'opération, l'a mal fait. Donc, premier point. Deuxième point, pour revenir au char Abrams. Si char Abrams détruit, en fait, c'est rien du tout au bout de 10 mois de guerre. Très honnêtement, il y a eu tellement de chars détruits qu'on est 6 ou plus. Enfin, ils sont 31. Ces chars, 31 sur des centaines, sinon des milliers qui ont été détruits, c'est pas très significatif. En revanche, une raison pour laquelle peut-être ils ont été retirés, je me demande si toute la maintenance a été faite pendant ces 10 mois de guerre. Et c'est le vrai problème. Le char Abrams est connu pour sa difficulté à rendre opérationnel techniquement. Est-ce que tous les techniciens ukrainiens ont été bien formés pour le faire, sachant qu'un moteur de char, c'est des heures de fonctionnement, c'est pas des kilomètres. On dit au bout de tant d'heures, il faut changer des pièces. Au bout de tant d'heures, il faut faire une vidange. Si on ne le fait pas au bout d'un moment, on peut tenir un peu, puis après, le char tombe en panne. Et peut-être une autre explication. Alors c'est intéressant ce que vous dites. On atteint une autre limite de cette guerre, qui est la livraison d'armes sans le personnel qualifié, expérimenté pour l'entretenir. C'est peut-être une illustration de cela aussi aujourd'hui. Moi, je pencherais, sans avoir de formation particulière, mais ce serait très logique. Parce que, vu ce qui se prennent, si je peux me permettre cette expression, sur le terrain, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de sous-officiers ou d'officiers maintenanciers qui font toutes les révisions sur les chars, parce qu'ils sont soumis au feu. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, effectivement, l'entretien n'étant plus fait, le char ne va plus fonctionner. Il vaut mieux les retirer plutôt que de tous les perdre. Oui, Ulrich. Oui, je voulais juste rajouter sur cette histoire des chars. Alors effectivement, il y a sans doute des problèmes de maintenance, et c'est aussi pour ça qu'il y a des unités de maintenance qui vont se monter en Ukraine. Mais par rapport aux chars, en fait, je ne sais pas pourquoi je rejoins complètement ce qu'a dit Pierre Servant hier soir. J'ai pas très bien compris pourquoi cet exemple-là, il a été monté en épingle. Depuis des semaines et des mois, tous les blindés, que ce soit côté russe ou côté ukrainien, sont systématiquement frappés par des drones kamikazes. Alors effectivement, les Russes sont assez bons là-dedans, mais il faut savoir que lorsque les Russes désormais montent des opérations mécanisées, il y a des blindés qui sont envoyés en première ligne avec énormément de systèmes de brouillage électromagnétique et des cages pour essayer de les protéger des drones. Et c'est ça qu'on en est en train de voir, c'est que les Abrams, a priori, ne sont pas protégés de façon pour la guerre électronique, ne sont pas protégés par des cages contre les drones. Oui, et donc, vous nous dites que ce n'est pas nouveau, qu'ils n'ont pas ces protections. Pourquoi les retirer aujourd'hui ? Parce que, je ne sais pas pourquoi. C'est justement la question que vous soulevez. Non, mais c'est juste que pour le coup, ils ont été envoyés en Ukraine pour servir une contre-offensive qui n'a pas donné les résultats espérés. Et effectivement, ils ont été probablement positionnés à la défense d'Avdiivka, où quelques-uns ont été détruits. Mais parce que c'est comme ça que ça se passe, la guerre désormais dans le Donbass, avec des blindés qui protègent de moins en moins finalement les troupes parce qu'ils sont visés systématiquement par des drones. Et donc effectivement, plutôt que de perdre les 25 qui restent, autant les retirer du front, probablement les équiper avec de la guerre électronique et peut-être même des cages anti-drones et ensuite les renvoyer sur le front. C'est ça qu'on voit. Mais encore une fois, les Russes font pareil. C'est la même stratégie. Oui, il n'y a rien de nouveau. Alors vous citez Pierre Servant, effectivement. On avait Marc Chassillon à l'instant qui nous disait... on a péché par impréparation. On connaissait cette faiblesse des chars. Les Israéliens eux-mêmes ont équipé de cages leur propre Merkava. On peut s'interroger sur l'absence de protection, effectivement, aujourd'hui, de ces chars-là, qui sont pourtant disposés sur le front depuis des mois. Est-ce qu'on a été trop orgueilleux avec notre matériel ultra sophistiqué qui devait venir sauver l'Ukraine, Michel Berpinski ? Je pense qu'encore une fois, c'est ce que disait le général Le Chouvency, c'est que je pense qu'effectivement, au vu des éclairages des uns et des autres, le questionnement renvoie plutôt vers la question stratégique de l'état-major, parce que là aussi, ça relève de l'état-major, la mise en place du SAV, de l'entretien, du rythme d'entretien au quotidien. Aujourd'hui, on sait très bien qu'un régiment de chars, il y a des hommes pour les conduire, il y a des hommes pour combattre, il y a des hommes pour les entretenir, et que c'est au quotidien que cela doit se faire. Et que la question aujourd'hui sur ces chars Abrams, il a fallu produire un certain nombre de savoir-faire. Est-ce que ce savoir-faire en termes de quantité était suffisant ? On voit bien aujourd'hui que c'est relié aussi, de façon récurrente, au déficit d'hommes qui peuvent être mobilisés, parce que ce n'est pas simplement les hommes mobilisés sur le front pour combattre, ce sont aussi les hommes pour faire la logistique. Et que là, c'est l'accumulation de tous ces déficits
qui fait qu'à un moment donné, peut-être que l'état-major a bien géré la chose, mais qu'aujourd'hui, il doit faire avec les trous dans la raquette. Oui. Et qu'en faisant avec les trous dans la raquette, on arrive à cet espace-temps où, effectivement, on a des chars, il faut les protéger, on n'a pas on découvre aussi l'espace suffisant pour le faire. Et on découvre aussi peut-être nos propres faiblesses. On parle d'armes. Non, parce qu'on ne peut pas se substituer à l'état-major ukrainien. S'il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est cela. Je crois qu'aujourd'hui, il y a trois choses qu'on ne peut pas faire. Un, on ne peut pas se substituer à l'Ukraine en tant qu'État-nation et faire État-nation. Oui. Et donc, le déficit d'hommes qui s'engagent, c'est faire société. Aujourd'hui, personne ne peut se substituer à comment l'Ukraine peut faire société et faire État-nation. Deux, on ne peut pas se substituer à l'Ukraine en tant qu'État-major. Aujourd'hui, ils sont accompagnés par les Occidentaux et notamment par les Américains. Une fois que tout ça est... Je vous rappellerai qu'il y a une victoire qui a été faite par ce nouveau chef d'état-major. Ça avait été joué par les Américains en Red Dream et organisé. Après, c'est les Ukrainiens qui ont la main. Et là, personne ne peut se substituer à eux. C'est de leur responsabilité et de leur capacité d'engagement. Nous, les Occidentaux, entre guillemets, on est là pour apporter de la logistique, du soutien, du renseignement, mais on ne peut en aucun cas se substituer à eux. Ou sinon, on passe la frontière de ce qu'on a dit qu'on ne voulait pas passer, c'est-à-dire on va sur le front et on se bat pour eux. Mais ça, c'est une autre question. Oui. Bon, Général, on découvre quand même que certaines armes n'ont pas l'efficacité qui avait été promise. On parle aussi de ces fameuses bombes guidées, les GLSBD, qui avaient été annoncées quand même à grand renfort de publicité par les Américains. En février, elles arrivent, ces armes, cette roquette d'une portée de 150 km, très précise. Et on apprend aujourd'hui que cette roquette est tout simplement retirée du combat, elle aussi sensible à ces fameux champs électromagnétiques qu'envoient les Russes. La guerre, c'est le bouclier et le glaive. On a le glaive à un moment donné et on cherche le bouclier et après on renvoie un glaive. C'est systématique. Donc les Russes sont appris. Maintenant, n'oublions pas que c'est un matériel, le missile dont vous parlez, qui était expérimental l'année dernière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a vraiment pas été exploité, utilisé. Donc on découvre aussi ses faiblesses. Mais vous allez voir, dans 2, 3 ou 4 mois, on aura peut-être trouvé les contre-mesures. Mais c'est ça la guerre. On découvre que les chars Abrams sont fragiles. Oui, ils sont fragiles, oui et non. Ils sont fragiles parce qu'effectivement, il y en a quelques-uns qui ont été détruits. Mais les équipages ont peut-être été préservés. Tout dépend aussi de leur usage tactique. Ensuite, on parle de la maintenance. On découvre que la maintenance, c'est important. Pendant le cas de l'armée française, on a fait un sacré sacrifice sur tous les maintenanciers, alors que pour former un sous-officier spécialiste char, il faut des mois et des mois. Là, aux Ukrainiens, on leur demande de le faire tout de suite. Ça ne marche pas. Donc là, on revient au coup des missiles. Effectivement, des contre-mesures. On a beaucoup parlé de guerre électronique. On redécouvre la guerre électronique sur laquelle aussi on avait fait des impasses. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine nous apprend énormément de choses, mais c'est normal. C'est normal qu'à des moments où on s'aperçoit qu'on a des faiblesses, à nous de trouver les points forts ou de répondre à ces faiblesses.